Alors d'abord un aveu, de la publication de ce livre, c'est moi qui suis responsable. Voilà comment les choses se sont passées. J'ai reçu il y a 3 ans une lettre de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas et qui me disait « Je ne vous connais pas, mais je vous ai entendu à la télé ou à la radio. Est-ce que vous voudriez lire le manuscrit que je vous envoie ?» C'était le manuscrit des Steg. J'ai lu ça, ça m'a assez commotionné. Alors j'ai voulu voir la personne. J'ai donné un rendez-vous. J'ai eu devant moi une femme plébéienne, visiblement plébéienne, hein, solidement charpentée, avec une conversation, enfin un langage plutôt rude. Absolument pas une femme de lettres, hein, mais pas une seconde une femme de lettres. Exactement une fille du peuple, mais quelqu'un qui me frappait à cause de son regard. C'était un regard qui était plein, comment dirais-je, à la fois de violence et d'une espèce de ferveur. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'étais tellement emballé de son bouquin que je l'ai présenté chez Rencontres. Mon ami Vaudou a eu le même sentiment que moi. Ce Rencontre a dû comprimer ses impressions, alors on a passé à De Noël. Même réaction chez De Noël, le livre a paru et il a un succès considérable. Des tas de gens en ont parlé à Paris, presque tous les journaux en parlent. Pourquoi? Voyez-vous, c'est un livre insolite. Insolite d'abord parce que Sophie Martin, qui dit « je » dans le bouquin, eh ben, c'est Madeleine Jodorowsky elle-même. Quelqu'un qui sort de la racaille, c'est le mot qu'elle a employé. Quand elle parle de ses ouvriers, vous allez la voir dans une petite usine de Haute-Saône, elle dit « racaille, né dans la racaille, pareil à eux, et condamné à n'en jamais sortir ». Elle sortait en effet du milieu le plus humble, vous savez, le plus démuni. À 17 ans, elle était boniche, quoi. Elle avait pour tout bagage une petite valise dans laquelle il y avait une robe de rechange, un peu de linge et puis 3 paires de bas. Trouve moyen de s'insinuer dans une maison où elle est employée aux écritures. Et là, avec une espèce de rage de volonté, elle se met à travailler toute seule. Elle apprend la comptabilité, apprend la sténo, elle apprend même le manuel des lois sociales. Elle raconte dans son bouquin où il y a tout le temps de l'humour noir. Elle dit, ce manuel, j'y comprenais pas grand-chose, mais c'est important les lois sociales. Alors j'apprenais ça par cœur. Et je les répétais toutes seules, les lois sociales, avec de grands gestes comme ça sur un ton de tragédie. Où ça se passait, ça? Dans une maison, une tanière, une espèce de tanière que le patron lui avait refilée. Tanière invendable, et le patron lui avait dit, vous faites une affaire. Il lui prenait 210 francs par mois sur un salaire de 370 francs. Ce qui fait qu'elle avait 160 francs, vous entendez, 160 francs par mois pour vivre. Et ça se passe en 1960-62. Alors il faut voir ce qui se passait dans cette maison, qui était pleine de trous, avec des courants d'air partout. Elle avait mal aux dents, pas d'argent pour se faire soigner, alors elle se nourrissait d'aspirine qui lui brûlait l'estomac. Il y avait des rats, alors elle n'avait pas assez d'argent non plus pour acheter du poison, alors elle poursuivait les rats avec des barres de fer. Enfin, quelqu'un, comme vous voyez, qui en a bavé. Hein. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui nous parle du peuple. Ça m'a fait penser à l'Assommoir, son bouquin. Vous savez pourquoi l'Assommoir en 1976 a eu tant de succès? C'est la première fois qu'il y avait un livre où le peuple était là avec, pas seulement son parler, mais avec son odeur, comme disait Zola. Ben, elle a là aussi, l'odeur du peuple. Et c'est quelquefois pas très beau, vous savez, pas très ragoûtant. Cette fille qui est du peuple et qui ne renie pas, mais sans arrogance du reste d'être du peuple, elle dit « Oh, j'ai vu des choses terribles dans cette petite usine ». Il y avait un pauvre type, un peu bête, un peu demeuré, qui était le souvenir des camarades, la tête de turc du contremaître. Alors elle dit, le contremaître travaillait en solo, les camarades formaient le cœur, c'était sordide, un chien dépecé par d'autres chiens, c'était un spectacle à la fois ignoble, dégradant, dit-elle. Puis il y avait des coincés. Les coincés, c'est les gens qui avaient acheté, parce que le patron leur avait dit de faire, des petites maisons ouvrières. Alors là, ils étaient tenus, hein, ils ne pouvaient plus s'en aller, surtout qu'il n'y avait pas d'usine dans la périphérie. Et l'hiver, ils n'auraient pas pu aller à bicyclette dans une autre usine, en admettant qu'on l'y accepta. Alors vous comprenez, c'était du gâteau, hein, pour le patron de les exploiter à mort. Puis le drame des licenciements, ça arrivait tout de même, les licenciements. Je voudrais vous lire ce tout petit passage. La lettre commandée, plus de travail. Et dire qu'on en faisait un drame. Un autre enfant allait naître. Bon, il en est partout, tout le temps, des enfants. Un petit ramassis d'ouvriers qui se dispersaient. Finisserait bien par s'infiltrer ailleurs, dans d'autres ramassis. Que de larmes pour des banalités. C'est une fille qui nous parle aussi de la sécurité sociale, en montrant les tricheurs, bien sûr qu'il y en a, dit-elle, en particulier le samedi après-midi. Pourquoi le samedi après-midi? Eh bien parce que les 3 premiers jours d'arrêt de travail ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Alors comme d'habitude, le samedi et le dimanche sont chômés, c'est autant des types qui disent simplement « Oh, je peux plus dormir, oh, j'en ai par-dessus la tête ». Alors c'est toujours la même scène, il y a le toubib qui dit « Alors mon ami, qu'est-ce qui va pas ?» Qui me dit « Oh, j'en peux plus, je sais pas ce que j'ai, je peux plus dormir. Bon, vous voulez du repos? Peut-être qu'il faudrait... Qu'est-ce que vous voulez ?»« Ben, 15 jours, dit le docteur, ça vous va ?» Il n'est pas toujours dupe, hein, le toubib. Enfin, il se dit, si je ne leur donne pas à eux, ils iront chez un voisin, c'est comme ça qu'on perd sa clientèle. À côté des tricheurs, il y a les contraints, dit-elle. Et il y en a des tas de contraints. Et heureusement qu'elle existe, dit-elle, la sécurité sociale. Ça a épargné à pas mal de gens des promenades dangereuses sur les berges glissantes des étangs. Ce qui m'a le plus séduit, voyez-vous, dans ce bouquin, ce qui m'a le touché profondément, c'est que c'est une fille qui est sans haine. Elle est rebelle, alors Dieu sait si elle est rebelle.
avec les chaînes même, et il a un besoin de taper dedans. Mais en même temps, c'est une fille qui en a trop vu. Alors je voudrais vous lire le petit passage qui explique le titre. C'est dans sa terrible petite maison, hein, où il y avait quand même à côté un cerisier. Alors elle dit: des cerises, un beau cerisier était planté dans ma porte. Je l'admirais pour tout ce qui contenait de promesses, de fleurs éclore, de fruits que le soleil mûrirait, de chair douce et de jus sucré qui me fondraient un jour dans la bouche. Cette attente me grisa tout le printemps. Rien, me disait, rien, toute la détresse du monde et de la noirceur des hommes ne peut empêcher les cerises de mûrir. L'arbre était assez haut et de nombreuses branches s'étalaient sur le toit. Un matin de juillet, j'entrepris ma première escalade. La réfraction de la lumière solaire sur les tuiles avait à cet endroit fait rougir les cerises beaucoup plus vite. Je m'agrippais à une branche, réussis à m'y maintenir à califourchon. Elles étaient là, fascinantes, miroitantes, premiers fruits de la terre à n'avoir mûri que pour moi. J'en mis dans ma bouche. Et en même temps que je les pressais pour en faire jaillir le jus, je fermais les yeux. Aigres, elles étaient aigres, mes cerises. Si âpres, d'une acidité si rugueuse, d'une saveur si cruelle, que je me retrouvais bientôt au pied de l'arbre, la bouche amère, les yeux pleins de larmes. Ainsi peut-il en être parfois des cerises, comme du reste. On les espère, on les attend, elles viennent. Elles ne sont pas ce qu'on croyait. Dans ce livre violent, plein d'amertume, il y a une toute petite phrase que je vais vous lire pour finir, comme une espèce de tremblante réapparition de l'espérance. Elle indique la puissance que peut avoir un regard, le pouvoir que peut avoir un simple regard de bonté sur ce qu'elle appelle ce paquet de sang et de chair en nous, qu'on a tous à l'endroit du cœur.